Et voilà, je voulais prendre le temps ce matin de discuter un petit peu WWDC. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous mettre le hashtag en hashtag dans le titre de l'émission pour que vous voyez sur Twitter à quoi ça ressemble. Vous avez le fameux petit emoji WWDC 21 ou 21 qui est disponible avec la petite bulle et le petit pouce. Voilà, donc vous pouvez voir que maintenant, quand vous mettez le hashtag sur Twitter, vous avez le petit emoji qui est ajouté automatiquement à côté. Et ben voilà, à une semaine, un peu moins d'une semaine de la WWDC 2021, puisqu'elle a lieu lundi, comme la chatroom me l'a rappelé ce matin, voilà, c'était le moment de faire le point un petit peu sur les WWDC mémorables. Je trouve qu'il y a un article assez sympa de 9 to 5 Mac, où voilà, il partage un petit peu quelles ont été les années phares en termes de WWDC, quelles ont été les étapes importantes pour l'environnement iOS, macOS, etc. Donc hyper intéressant. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Vous pouvez trouver évidemment l'article dans le Flipboard Nowtech, comme ça vous pouvez le consulter vous-même. Mais ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que Apple a pris l'habitude de réunir sa communauté d'ingénieurs, ou la communauté qui se réunit autour de l'écosystème Apple, parce que pour rappel, hein, la WWDC, c'est évidemment un événement pour sa propre communauté, hein, pour parler de toutes les nouveautés software principalement, et pour tisser un lien et entretenir ce lien avec les développeurs. Techniquement, la WWDC a commencé en 1990, mais la première WWDC très intéressante, c'est en 97. J'avais 10 ans. En 97, lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple, ou en tout cas, était revenu après l'acquisition de Next, en tout cas, par sa propre société par Apple. Et c'était la première fois que Steve Jobs apparaissait lui-même à la WWDC. Ce format était un peu particulier parce que, en gros, il voulait juste... D'ailleurs, il y a une citation intéressante où il disait « I wanted to come and just have a chat this morning ». Et donc, en gros, la keynote a pris la forme juste d'un échange avec les ingénieurs et Steve Jobs, où en gros il y a eu un espèce de Q&A où les ingénieurs pouvaient poser des questions et Steve Jobs répondait, et il pouvait poser des questions sur justement la stratégie d'Apple, le développement d'Apple, la vision, etc. Et Steve Jobs a répondu de manière assez proche, hein. Il voulait vraiment réintégrer ce lien avec la communauté. L'autre WWDC qui a marqué, c'était en 2002. Donc là, on fait un bond en avant. Hein. Et là, ce qui était assez intéressant... Ouais, c'est bon, c'est ça. C'était en 2002. Là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un bon exemple d'humour de Steve Jobs, puisqu'il avait orchestré la fin ou la mort, en tout cas, de macOS 9 en organisant un petit funérailles sur place à WWDC avec le cercueil visible, et il avait dit notamment « macOS 9 was a friend to us all. He worked tirelessly on our behalf, always hosting our applications, never refusing a command, always at our beck and call, except occasionally when he forgot who he was and needed to be restarted. » Donc ça, c'était assez chouette. En tout cas, comme exemple, comme quoi Apple était capable d'avoir de l'humour et de ne pas se prendre trop au sérieux. Voilà, donc c'était évidemment l'arrivée du coup de macOS 10, arrivée assez phare quand même. On avait notamment l'iPod qui avait gagné aussi le support de quelques machines sur Windows. Voilà, donc plein de choses comme ça. On fait un bond encore en avant, et cette fois-ci c'était en 2003. Qu'est-ce qui se passe en 2003 à WWDC? C'est l'arrivée donc de macOS 10 Panther, après avoir eu la première itération Jaguar. Donc là c'est macOS 10 Panther, mais surtout la première version de Xcode. Xcode, c'est l'outil qui permet de concevoir les applications, qui est encore en place aujourd'hui en 2021. Donc comme quoi, hein, c'est pérenne quand même.
Et c'était Chris Espinosa, justement, qui était l'employé numéro 8 à l'époque d'Apple, qui avait fait la démonstration de l'application et qui avait dit que c'était la meilleure chose, justement, qui avait pu être jamais faite dans les outils pour les développeurs. Donc voilà, cet outil de développement Xcode, voilà, qui est encore très très connu aujourd'hui. Et Xcode, en effet, date de 2003. La première version date de 2003. Je savais pas que c'était aussi vieux moi-même, tu vois. J'ai été assez étonnée de voir ça. Oui, mais bon, la première mouture pique aux yeux maintenant. Bah oui, Docteur Valal, j'espère qu'elle pique aux yeux. J'espère que ça a changé quand même. C'est assez normal. Et puis on continue et on avance jusqu'en 2005. Qu'est-ce qui se passe en 2005? Gros changement chez Apple et rechangement, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en 2005, ça marque le tournant où justement Apple va commencer à utiliser la technologie Intel pour faire tourner et va se séparer du coup de PowerPC. Va se servir d'Intel pour justement faire supporter les applications PowerPC. Et donc, il va y avoir plein d'outils justement pour aider à la transition et des outils comme Rosetta ou Universal qui ont justement été introduits, présentés pour amorcer la transition. Et moi, c'est ce que j'apprécie notamment quand Apple fait des changements de technologie ou de support, c'était justement de prévoir des outils ou prévoir la transition pour aider les développeurs dans cette transition. Ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres boîtes software et hardware. Et là, chez Apple, ils le font. Et donc, c'est toujours, c'est bien pensé. Donc voilà, 2005, Apple confirme le partenariat avec Intel. Voilà, qu'on sait aujourd'hui qu'ils se sont de nouveau séparés pour certains de leurs appareils. Et puis on avance en 2007. 2007, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose dans la chatroom pour les fans de l'iPhone. C'est évidemment la première annonce de l'iPhone, première mouture. Qui avait été grandement critiqué d'ailleurs par les développeurs à l'époque, puisque les développeurs ont vu justement une opportunité de développer leurs propres applications. C'était la première chose qu'ils voulaient faire, mais il n'y avait pas la possibilité et Apple leur avait dit non mais pour construire des applications iPhone, vous pouvez le faire avec des web apps dans Safari, ce qui avait déclenché une vague de critiques envers l'iPhone et qui avait notamment donné naissance à la communauté de jailbreaking et notamment ensuite à la naissance de l'App Store qui est aujourd'hui un business model clé pour Apple. Donc hyper intéressant aussi de voir l'évolution à travers les années sur le sujet. Voilà. Dur de se dire qu'il n'y avait pas d'App Store au début, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas été, en effet, il a été présenté au Macworld de 2007, l'iPhone. Mais en tout cas, c'était en 2007. C'était les iPhone Web Apps qui ont été introduites plus précisément à WWDC. Voilà, et puis ensuite on a évidemment la WWDC 2008 où justement l'année d'après où justement l'App Store a été introduit et également l'iPhone SDK. Donc là, premier moyen pour les développeurs de distribuer leurs applications. Donc ça, c'est assez un moment phare dans la vie d'Apple. Ensuite, on a 2009 où cette fois-ci, c'est Phil Schiller qui prend le relais sur la présentation de la WWDC puisque Steve Jobs était déjà très malade et il était
en congé maladie, entre guillemets, en 2009. Donc c'est Phil Schiller qui a dû faire la présentation du coup de la WWDC. Donc c'était la 3e génération d'iPhone qui a été présentée, avec notamment l'iPhone 3GS qui a été dévoilé, avec des nouvelles fonctionnalités comme l'enregistrement vidéo, le contrôle à la voix et la boussole, voilà. Et il était largement plus rapide que son prédécesseur, l'iPhone 3G, et ça a été une mise à jour assez marquante dans la vie et l'histoire de l'iPhone. Et puis ensuite, ah oui, autre chose intéressante aussi en 2009. Aussi, c'était la première fois qu'Apple avait baissé le prix de son ancien modèle d'iPhone et qu'il avait gardé du coup dans sa gamme de produits l'ancien iPhone et le nouvel iPhone pour rendre l'ancien iPhone plus accessible et atteindre une nouvelle part de marché. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'est une stratégie qu'ils ont encore gardée aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la première année. Et puis ensuite, on bouge notamment en 2011 qui marque malheureusement la dernière année où Steve Jobs a présenté la WWDC, puisqu'il est malheureusement décédé 4 mois après. Et il en a profité là pour présenter lors de sa dernière WWDC le nouveau service iCloud qui a posé un peu les bases des nouveaux services d'Apple produits dans la prochaine décennie qui a suivi. Elle se reposait toutes sur iCloud, donc ça c'était assez intéressant. Voilà en tout cas pour ça. Et puis ensuite, on bouge jusqu'en 2013. 2013, je me rappelle vraiment très très bien, puisque c'était l'arrivée du coup de iOS 7 avec le redesign porté par Johnny Ive sur l'interface, où on a bougé de l'interface skeuomorphique pour avoir quelque chose de plus léger, où les usages justement mobiles avaient grandement évolué et on n'avait plus besoin de faire référence autant au réel pour interagir avec des interfaces tactiles et mobiles. Et donc ça a marqué vraiment un tournant vraiment majeur dans l'interface tactile et mobile qui a influencé évidemment tous les OS, pas que Apple, mais tous les OS. De la même manière que Material Design a influencé aussi de la part d'Android. J'avais le 3GS et MobileMe, ouais. Tout à fait. Voilà, donc 2013, moi je m'en rappelle très bien, mon petit cœur de designer avait bondi à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, très intéressant. 2014 aussi. 2014, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben là, c'était la présentation d'un nouveau langage, donc majeur évidemment, c'était Swift. Présenté par Craig Federighi, notre ami à la mèche. Voilà, donc nouveau programme, nouveau langage de programmation présenté par Apple. Voilà, c'est donc du coup Swift. Ensuite, en 2015, on avait du coup l'introduction d'Apple Music. Donc ça, c'était assez intéressant. Présentation d'Apple Music, d'ailleurs, menée par justement le créateur de Beats, puisque c'était Jimmy Iovine qui a présenté Apple Music. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je pense qu'on a fait le tour ensuite. Après, vous vous rappelez ce qui s'est passé. On a eu en 2019 la nouvelle version du Mac Pro, du fameux Mac Pro, après l'échec de 2013. En 2020, 2020 a marqué la première conférence à distance, évidemment. Donc ça, c'était vraiment important. On a eu Big Sur qui a démarré un nouveau redesign, d'ailleurs, pour le système Mac OS 10. Donc ça, c'était assez intéressant. On a l'arrivée des widgets aussi, longtemps attendu sur la plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant aussi.
Donc voilà pour le petit voyage dans le temps. Rendons à César ce qui est à César. Le premier OS grand public avec du flat, c'était Windows 8. Ou Windows 7 même, j'ai envie de dire. Non, c'était pas Windows 7, c'est Windows 8, t'as raison, ouais. Comment ça s'appelle? C'était Metro. Metro UI, ouais. Ouais, mais c'était pas si grand public que ça, j'ai envie de te dire. Mais oui, ça a influencé. Ça a influencé, sans aucun doute. 2016 surtout, l'apparition de la quotidienne de Naotech qui révolutionne les ventes d'Apple. 2016? Waouh, ça fait mal, hein. 2016 déjà. Donc voilà en tout cas pour le petit voyage dans le temps, c'était sympa pour se remémorer un petit peu tout ce qui a pu se passer à travers cette vingtaine d'années de WWDC. Hâte de voir ce qui va être dévoilé du coup lundi. Pour rappel, lundi on fera un after keynote, donc restez connectés, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. On vous donnera rendez-vous sur la chaîne Twitch.